Bien, bien écoutez, mesdames et messieurs, j'ai 17 minutes et 58 secondes pour vous expliquer que je ne crois pas à l'économie humaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, comme on vous l'a dit, j'ai perdu une jambe dans les silos de la santé française. Et je suis, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, je ne sais plus qui en a parlé, je suis un être humain augmenté. J'ai un genou électronique sous Windows qui fait qu'il bug de temps en temps. C'est pour ça que je ne me mets pas debout, vous m'excuserez de rester assis. Et avec port USB, Bluetooth, etc. Et l'autre week-end, j'ai surpris mon petit-fils, 5 ans, en train d'essayer de loger ses MP3 dans mon genou. Ne rigolez pas, parce que quand ces galopins-là arriveront dans vos entreprises à l'âge de 20 ans, vous êtes plutôt mal barrés. Alors donc, on va revenir à notre... Alors, comme c'est bizarre de parler d'économie humaine, et je vais vous expliquer un peu mon histoire. Alors non seulement nous, les êtres humains, on a toujours eu des problèmes pour répartir la valeur ajoutée entre nous, mais en plus, il y a un très grand danger qui se profile à l'horizon, mais ça, je vous garde ça pour la fin. Un peu d'histoire pour démarrer, mais ne pas oublier avant que l'operating system, votre operating system, le mien aussi, est buggé, parce que c'est l'intérêt qui nous guide. D'où le problème de la répartition de la valeur ajoutée au cours des âges. Alors un peu d'histoire, c'est toujours très intéressant de faire un peu d'histoire, pour voir un peu de où on vient et puis faire un peu d'histoire du futur que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, 13 milliards 7 d'années, Big Bang, on ne sait pas trop pourquoi, et 110 éléments physiques sont créés dans les fournaises des étoiles, dont vous êtes composé. Un être humain est composé d'environ 100 milliards de cellules, chaque cellule de quelques millions de molécules et chaque molécule de quelques millions d'atomes. Et tout ça fonctionne. Là, vous n'en avez pas l'impression parce que vous écoutez Bio qui raconte des conneries, mais tout votre système est en train de marcher. Alors, la vie, elle, notre système solaire est apparu il y a environ 4 milliards et demi d'années. Ce que je vous fais, c'est une synthèse très rapide de ce que les scientifiques, c'est hors religion, hors mythe, etc. Les premières formes de vie apparaissent il y a 3 milliards et demi d'années, les acides aminés dans la soupe originelle. Et la vie sort de la soupe originelle il y a 600 millions d'années, et l'évolution, comme on le disait tout à l'heure, se met en marche. Et puis, nous, les Homo sapiens, on s'est appelés Homo sapiens, et nous apparaissons. Alors en fait, nous sommes apparus parce qu'il y a eu plusieurs types de hominidés. Il y en a eu probablement une bonne vingtaine qui étaient un peu différents de nous. Mais nous, les Homo sapiens, c'est-à-dire les hommes de Cro-Magnon, ne sommes pas apparus environ 100 000 ans en Afrique de l'Est. Vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça. Et puis, on s'est répandu sur Terre grâce à la cueillette et à la chasse, parce que nos aïeux, à l'époque, il n'y avait pas de polytechniciens et d'énarques qui nous disaient ce qu'il fallait faire. Ils sont répartis un peu partout sur cette Terre. Alors depuis, naturellement, on s'est beaucoup tapé sur la tête. On apprend tous l'histoire à l'éducation nationale, qu'en 1515, Charles Martel a battu les Iroquois à Sébastopol. Donc tout ça, c'est de l'écume des jours. À part ça, il s'est rien passé, sauf un truc extrêmement important. Plutôt deux. On a fait 2 grandes ruptures technologiques. Il y a 10 000 ans, on a créé la révolution agricole dans le croissant fertile. Donc avant, nos aïeux vivaient en clan et étaient nomades. Ensuite, on a créé la révolution industrielle il y a plus près de nous, il y a 250 ans en Angleterre. Et entre cette première révolution et cette deuxième, un type dénommé Bill Gutenberg a créé l'imprimerie. Et donc, ça a été le début de la société de l'information. Et aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas conscience, mais la 3e révolution des êtres humains est en train de démarrer. Alors d'abord, quelles sont les causes de ces révolutions ? Il y a des gens. Il y a eu environ 110 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Il y en a eu moins de 1 million qui ont créé des trucs, des technologies. Donc qui ont créé des outils, de la pierre taillée jusqu'à l'atome, créé de la technologie en passant par la science, et il y a des boucles de réaction qui se sont mises en place, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à la tête d'un fonds de savoir absolument énorme, qu'on trouve tous d'ailleurs sur Internet. Tout ceci dans un contexte d'énergie peu chère. C'est pour ça que je ne crois pas à l'économie humaine, parce qu'en fait, jusqu'à une date assez récente, l'énergie peu chère, c'était de l'esclavage. Et l'esclavage, c'était quoi ? C'était des êtres humains que d'aucuns utilisaient pour faire le boulot à leur place. On estime, les quelques études qu'on peut avoir là-dessus, on estime par exemple les Grecs à Athènes ont inventé la démocratie 500 ans avant le Christ. Sur 100 personnes que vous rencontriez dans la rue à Athènes, il y en avait 25 à 30 qui étaient des esclaves. Et des esclaves, c'était des meubles. On pouvait en faire ce que l'on voulait. Donc l'économie humaine, il faut se méfier quand même.
Ensuite est arrivé pour la deuxième révolution industrielle le prolétariat et les énergies fossiles dans lequel nous sommes. Et tout ceci, toutes ces mécaniques, toutes ces technologies créent des usages différents par génération. Donc à chaque révolution, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a augmenté sensiblement les richesses. Dans la révolution agricole, on a augmenté en masse les protéines. On avait notre garde-manger à disposition, c'est comme les frigos aujourd'hui chez soi. Et donc on a commencé à avoir petitement une augmentation de la population des êtres humains. Pour la deuxième révolution, ça a été la fabrication en masse de produits et de services, amélioration du niveau de vie, et à chaque fois, changement d'organisation politique, sociale, économique, avec toujours le même problème de la répartition de la valeur ajoutée. Alors on démarre notre troisième révolution qui va être basée, comme les autres, sur la technologie. Alors l'élite française a ceci de particulier, j'arrive pas à passer l'autre, messieurs là-haut, j'arrive pas à passer l'autre, voilà. L'élite française a ceci de particulier, elle vous dit, sachons là où on veut aller, quelle société nous voulons, on trouvera toujours une technologie pour le faire. Ceci est faux. C'est de la technologie qui mène le monde et c'est vous qui choisissez ensuite les usages que vous allez faire. Monsieur Steve Jobs a créé l'iPad, il vous a pas demandé si vous voulez un iPad. Il l'a fait et vous l'avez acheté parce que vous trouvez que les usages que vous avez là-dessus sont intéressants. Alors, quelles sont les causes de cette troisième révolution? Il y en a 4, en gros. Les nanotechnologies, les robots humanoïdes, la biologie synthétique, c'est-à-dire votre operating system qu'on a déplombé aujourd'hui, puis les énergies renouvelables. Alors, un mot rapidement sur les nanos, c'est très simple, 10 puissance moins 9. Je vous parlais des atomes tout à l'heure. Mais aujourd'hui, on voit les atomes. Je vais vous montrer, d'ailleurs, si on ne s'est pas trompé dans la mise en place des slides. On voit les atomes, on les voit pas. Voilà. Non. Oui. Là, vous avez par exemple des atomes de je sais plus quoi, de xénon sur dinickel que l'on voit. Non. Pourquoi on tripote mes machins? Bon, c'est quand même mieux d'avoir un micro-ordinateur à domicile ici devant. Enfin, je dis ça pour les organisateurs. Ce sont des atomes de xénon sur dinickel. On voit les atomes, on peut les balader. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, donc vous voyez, on les a baladés. Là, ces atomes, on a écrit IBM avec. Et les scientifiques de tous les gouvernements mettent un fric fou sur la table, parce que c'est la prochaine révolution industrielle, pour assembler ces atomes et faire des machines des nanomachines, que nous allons trouver, je vous en parlerai pour terminer, dans la nanomédecine. Alors, je ne sais plus quand, voilà, non, oui, on peut revenir. Donc, rapidement, on a vu les nanotechnologies. Tout ce que je vous raconte, c'est sur Internet. Il suffit de se balader le week-end sur Internet, et vous en saurez autant que moi. Deuxième grande technologie, les robots humanoïdes. Alors pourquoi les robots? En fait, c'est les Japonais qui ont démarré, parce que figurez-vous que ces braves gens ont un problème, c'est-à-dire que leur population, en gros, diminue sur leur île. Deuxièmement, au sein de cette population, le troisième et le quatrième âge augmentent. Et comme ils ne veulent pas d'immigration d'infirmières espagnoles ou taïwanaises, ils veulent rester entre eux, bien comment on fait pour gérer les papilles? On fait des robots, des robots de service. Et deuxièmement, là, j'en parle pas aujourd'hui, mais je peux vous en parler aussi, c'est qu'ils mettent sur pied des réseaux de télécommunications à très très haut débit, à base de fibres optiques, pour mettre en place des centres de e-santé à distance avec la visiophonie HD, etc. Donc en fait, c'est ce genre de choses qui est en train de se passer. Alors, ce qui est en train de se passer? Eh bien, la société Foxconn, je sais plus très bien ce qu'on a mis derrière, mais je vais y aller. Voilà. Non? Oui? Bien. Foxconn, c'est les gens qui assemblent l'iPad, l'iPhone et puis tous ces machins là-dessus. Ils emploient aujourd'hui 1 200 000 êtres humains chinois. Eh bien, ils vont remplacer tout ça par 1 million de robots au cours des 3 ans qui viennent. Et donc, le mouvement est en train de démarrer. De nombreux emplois faits par des êtres humains peu qualifiés vont être remplacés par des robots. Il est probable que dans les 10 ans qui viennent, dans les rues de votre magnifique cité, vous allez avoir des robots, techniciens de surface ou autres, qui vont s'occuper de tout ça. Et qui, naturellement, vont créer un tas de problèmes divers. Donc ensuite, je ne sais plus, voilà. Alors, je vais vous montrer un peu Asimo. Qui connaît Asimo? C'est pas terrible, les mecs. Voilà. C'est la timidité. Ouais. Alors voilà, Asimo était fait par Honda, et le président d'Honda pense que dans les années à venir, il va vendre beaucoup plus de robots que de voitures. Donc c'est un bipède, il n'y a personne dedans. Pour ceux qui ne le savent pas, ces robots, ils ont réussi la bipédie, ils sont en train de décliner cette technologie par des walking devices pour des gens comme moi,
qui pourront acheter des espèces de pattes, ils s'assoient dessus, les pattes se montent et puis vous marchez dans le robot. On continue. Alors Big Dog, qui connaît Big Dog? Bon, il y en a quand même quelques-uns. Alors les âmes sensibles, vous pouvez sortir parce que ça fait peur. Hein. Alors ça, c'est un quadrupède qui est fait par qui est fait par une société américaine qui s'appelle Boston Dynamics. Et donc c'est un machin qui peut porter, je sais plus, 150 kilos. Il y en a une quarantaine en Irak. Alors on va laisser passer la vidéo, je vais vous montrer que ce truc-là ne tombe jamais. Alors que mon chien, vous lui donnez un coup dans les flancs, eh ben il va s'affaler. Un être humain aussi, remarquez. Alors je suis désolé, il me reste encore 7 minutes et je vais pas y arriver. Hein. Ah. Vous l'avez vu? Eh ben il va pas tomber. Alors messieurs, on va passer la vidéo, on va aller plus vite. Voilà pour alors la courbe de Murray, l'impact sur les. Vous avez un économiste américain qui s'appelle Brian Marshall, non, vous laissez, qui pense que dans les 10 à 15 ans qui viennent, 50% de la force de travail être humain américaine sera à la poubelle et remplacée par des robots. Naturellement, les chefs d'entreprise ont intérêt à utiliser des robots, ça tombe pas malade, ça se met pas en grève, il n'y a pas de problème. Un autre américain qui s'appelle Hans Moravec. Tous mes slides, vous les trouverez sur SlideShare avec les liens incorporés, donc vous pourrez y aller. Et qui pense qu'en 2030, là, il a calculé la différence intelligence entre guillemets entre l'informatique et les matières vivantes que vous avez à droite. Et vous voyez aujourd'hui en 2000 à peu près, en 2000 on avait l'intelligence en informatique équivalente aux environ 150 000 neurones d'une araignée. Eh bien vous continuez la loi de Moore, c'est la loi de Moore qu'on cherchait tout à l'heure le nom. Eh bien, en 2030, on va arriver à l'équivalent d'un être humain. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Le Green Tech, c'est toute la fin programmée des énergies fossiles avec les énergies renouvelables. Mais est-ce que nos économies vont arriver à faire la soudure au même prix? Le rôle clé de la Silicon Valley. Alors, vous avez des tas de trucs, etc. Mais l'avenir, très probablement, c'est la photosynthèse, comme les plantes qui sont beaucoup plus intelligentes que nous, qui récupèrent 99% de la puissance du solaire. Et vous avez des formules aujourd'hui. Par exemple, les feuilles du MIT, vous avez une société, je peux plus revenir en arrière là. Si, l'e-fuel là, e-fuel c'est vachement intéressant. Vous pouvez acheter ça ici pour les immeubles où vous vivez. Vous mettez dans le bidule là qu'on va voir maintenant. On passe, voilà. Vous mettez toutes vos matières organiques dans ce bazar. 3 jours après, vous avez de l'éthanol et c'est gratuit. Donc il n'y a plus besoin de Total. Vous avez ensuite les feuilles, par exemple. Tata, qui est un grand groupe indien, vient d'investir dans une spin-off du MIT qui s'appelle Sun Catalyst. Vous voyez la maison là qui est là. En fait, il récupère plus de 50% de la puissance du soleil. Il y a une batterie à hydrogène. Donc dans la journée, vous utilisez ce qui est produit. Le trop-plein est conservé dans la batterie hydrogène et la nuit, c'est la batterie hydrogène qui rentre de l'électricité. Là, c'est EDF qui va avoir des problèmes. Dernier point, c'est la biologie synthétique. Eh bien, vous êtes composé d'un système à base 4, alors que l'informatique est un système à base 2. Base 4, qui est votre ADN. Dans chaque noyau de vos cellules, de vos 100 milliards de cellules, vous avez 23 paires de chromosomes et vous tirez sur un filin de vos chromosomes, ça fait 2 mètres environ de long, sur 2 nanomètres de large. Et ceci, c'est ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Alors, c'est aussi, on a démarré le séquençage complet du génome humain. C'est là aujourd'hui, mais ça coûte encore très cher. Vers 2015, ça coûtera moins de $100. Et vous pourrez acheter chez Darty des séquenceurs de génome de n'importe quoi. Alors, naturellement, en France, puisqu'on a le principe de précaution, ceci est formellement interdit. Et si jamais vous le faites, vous avez droit à 15 000 € d'amende. Alors, est-ce qu'on va améliorer la matière vivante, créer de nouvelles matières vivantes, etc. Voilà le coût du séquençage de l'ADN. Vous voyez, ça diminue dans des proportions extraordinairement importantes. Et puis, vous pouvez faire séquencer votre génome aux États-Unis, etc., etc. Alors, est-ce qu'on va vers une troisième révolution? Vous additionnez tout ça, robots, nano, bio, graines, etc. Est-ce qu'on va avoir une rupture? Est-ce que vous allez avoir des homo sapiens augmentés? Personnellement, je pense que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, vous savez combien il y a de handicapés en France aujourd'hui? Il y en a 11 millions. Donc c'est un Français sur 6 ou 7. Eh bien, on va avoir des robots, des homo sapiens augmentés, des robots sapiens intelligents,
Les Japonais, par exemple, sans rigoler, ils vous disent qu'en 2050, l'équipe de robots sapiens japonaise battra au football la meilleure équipe d'Homo sapiens et sans se taper sur la tête. Et donc, naturellement, et au milieu, vous allez avoir la même chose que l'imprimerie entre la première et la deuxième révolution. Vous avez l'Internet à très très haut débit, parce que vous aurez de la fibre optique un jour ou l'autre chez vous, condition de voter pour les gens qu'il faut aux prochaines élections. Et puis, vous avez tous les outils du 2.0 que les jeunes qui sont dans cette salle comprennent. Alors, donc, nouvelles organisations, probables, économiques, sociales, politiques, nouvelles élites, plus du tout d'élites d'ailleurs, dans les 30 ans qui viennent. Alors, le gros problème dont je vous parlais tout à fait en introduction, c'est que les robots vont piquer le travail des Homo sapiens biologiques, lesquels vont se retrouver au chômage, de réduction des revenus des biologiques. Qui va acheter la production des robots? Question à 100 francs, devoir sur table, vous demandez les copies à la sortie. Problème qui va être aggravé parce que figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'on va vivre beaucoup plus longtemps. Très probablement, grâce à la nanomédecine dont je vous parlais tout à l'heure, la génétique, etc. Mais on va vivre, a priori, pour beaucoup de gens, sans travail au sens traditionnel du terme. Par exemple, en 2045, Times pense que l'être humain va devenir immortel. Bon, il va falloir revoir le problème des retraites, en France en tout cas. Et alors, est-ce que Dieu s'est trompé? Oui, tu comprends un retardement, toi. Vous savez que nous sommes dans des civilisations dites judéo-chrétiennes. La Bible, etc. Et donc on a tous appris quand on était jeunes que Dieu le Père a sorti du paradis terrestre nos premiers parents en leur disant maintenant vous avez fait des conneries les mecs, vous avez travaillé à la sueur de votre front. Et maintenant c'est de moins en moins vrai et ça va être de moins en moins vrai. Alors est-ce qu'on va vers un club méditerranéen permanent ou est-ce qu'on va vers une chienlit? On ne sait pas. Alors, on fait quoi dans l'économie humaine? À part revoir l'âge de la retraite, c'est le problème qui va vous être posé. Est-ce qu'on va vivre une grande rupture dans les sociétés humaines? Le TEDx d'Angers pourrait s'intéresser à ces questions à l'avenir. Attendez, j'ai encore 45 secondes. J'ai encore 45 secondes. Merci de votre attention. Bonne chance. Et puis voilà mes coordonnées.